Fait que là, je pense qu'il faut marquer j'ai compris. Alors, donc aujourd'hui, c'est la thématique, c'est amour, amour et spiritualité. Euh, c'est basé sur, par exemple, la plupart de mes informations que je peux présenter aujourd'hui, c'est sur des bases scientifiques ou philosophiques. Par exemple, il y a le site de l'Université McGill qui s'appelle Le Cerveau, qui a beaucoup d'informations que j'ai pris là-dedans. Il y a évidemment Wikipédia, qui est aussi bien intéressant. Et au cours de la présentation, il y aura certains auteurs, je vais vous mentionner, au fur de la présentation, quand il y aura peut-être des auteurs ou des références plus spécifiques. Alors, amour, amour et spiritualité. On dit souvent qu'il n'y a pas de bonheur sans amour, puis il n'y a pas de spiritualité sans amour. Mais c'est quoi l'amour? Donc, on, on dit souvent j'aime ceci, j'aime cela. Puis en anglais, bien, il y a déjà deux façons de dire, hein, like ou love. Alors, on parle toujours d'amour, mais on parle de quoi au juste? C'est un mot utilisé un peu à toutes les sauces. Alors aujourd'hui, bien, je n'ai pas la prétention je vais, comme on dit, résoudre le mystère, parce qu'il va en rester une part de mystère, mais il y a plusieurs informations intéressantes. Je pense qu'elles vont aider à circonscrire qu'est-ce qu'on entend, dans le fond, quand on parle de l'amour avec un grand A. J'ai pensé débuter avec la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13 de Paul de Saint Paul, dans la Bible, le Nouveau Testament. Donc, le chapitre 13, c'est l'hymne à l'amour. Il y a des fois, dans certaines Bibles, c'est marqué l'hymne à la charité, parce que les traductions, à partir du latin, référaient à caritas, qui veut dire charité, dans le fond. Mais les premiers textes, dans le fond, dont les latins, là, les Romains ont utilisé, c'est du grec. Et le mot agapé était utilisé. Et on va voir plus loin que ça correspond beaucoup plus à ce que Saint Paul voulait dire dans son chapitre 13. Alors, c'est des extraits. Je vous invite à le lire, c'est très beau. Je vais juste ici vous citer certains passages. Alors, sans amour, je ne suis rien. L'amour est patience. L'amour est bienveillance ou plein de bonté. Car en parenthèse, ça dépend des versions des Bibles que vous avez. N'est pas jalousie ou envieux. Il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil ou d'importance, ne blesse pas, ne cherche pas son intérêt, ne tient pas compte du mal. Sa joie n'est pas l'injustice, sa joie est la vérité. Il excuse tout, il fait toute confiance, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne tombe jamais. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. De ces trois, le plus grand, c'est l'amour. Au niveau des catholiques, on parle souvent de la foi, l'espérance, c'est plus important, mais pour Saint Paul, il a été très clair, c'est vraiment pour lui, c'est au niveau de l'amour. En philosophie, évidemment, Platon et d'autres ont parlé du sujet. Alors, dans la philosophie, le mot philo là, est une racine grecque qui veut dire une forme de l'amour, qui est l'amitié. Alors, l'amour de la sagesse. Et souvent, j'ai assisté à des présentations aussi de philosophes, là, Mme Léona Bernier, par exemple, puis il présentait l'amour au sens commun, hein, qui est souvent perçu généralement. Hein, l'amour qui est le côté, bon, la joie, le plaisir à gauche, le bien-être, le bonheur, tout, et qui est beau, mais en même temps, hein, qui amène la haine, la possession, la jalousie. Puis l'amour, il y en a plusieurs qui vont nous dire je ne veux plus de l'amour, ça me fait souffrir, ça fait mal, je suis toujours déçu par l'amour, on entend ça. Alors, on va dans le fond clarifier un petit peu, mais c'est quoi ce côté-là? Et là, je vous amène dans la piste un peu de l'évolution. Vous savez qu'on a, notre corps vient d'issue d'une évolution d'il y a bien des années. Donc, pour expliquer ce côté-là sombre, eh bien, on trouve des explications au niveau de l'évolution, hein, de notre corps qu'on habite et le cerveau. Tout ça est issu de millions d'années d'évolution. Alors, si on regarde ici en bas, alors vous avez la partie reptilienne, partie limbique ici,
Et vous voyez par-dessus le néocortex, qui est vraiment s'est développé à partir de son retrace à peu près de 50 millions d'années à aujourd'hui, qu'on peut retracer l'évolution, principalement chez les mammifères, on parle des vertébrés. Et cette partie-là ici est très ancienne. Les premiers systèmes remontent au tout début des premiers êtres multicellulaires qu'on peut appeler les poissons. C'est sûr que les poissons, il y a 400 millions d'années, étaient très bien développés. Alors, quand on regarde soit des fossiles, aujourd'hui, les poissons qu'on retrouve des fossiles encore aujourd'hui, on voit que le système limbique ici, là, qui est la partie ici, reptilienne, cervelet, le tronc cérébral, mésencéphale, et le diencéphale, je ne sais pas si vous. Je vais bouger ma petite main là. Donc, toute cette partie-là est très bien développée chez les poissons et chez les reptiles et chez les amphibiens. Et on voit apparaître de plus en plus le télencéphale, enfin, la partie qui a amené le néocortex. Donc, c'est très ancien. Et chez l'humain en particulier, et chez plusieurs mammifères, que ce soit le chien, le chat, entre autres, là, ben, c'est des apprentissages. C'est la partie où ce cerveau-là, ici, plus particulièrement chez l'humain, nécessite des apprentissages. Et, il y a plusieurs facultés, on va le voir tout à l'heure, rapidement, pour revenir à notre sujet. Alors, tout ça pour vous dire que ce vieux cerveau-là, cette vieille partie-là, est évidemment très forte et provient de très loin. Il y a différentes caractéristiques. Les principales, alors je ne vais pas passer en détail, étant donné le peu de temps qu'on a, je vais juste vous attirer l'attention sur les principaux systèmes qui nous influencent, là, qui sont dominants, là, qui ont vraiment à jouer dans ce qu'on vient de dire, là, pourquoi l'amour a un mauvais côté, ce qui n'est pas le cas. Alors, donc, tout ce qui est le système de base, vous avez entendu parler, le flight, fight et freeze en anglais, là, ben, c'est la fuite, la lutte, puis figé. Alors, les vieux systèmes chez les poissons et tout ça, et par la suite, les émotions sont apparues, probablement chez les mammifères, en particulier ce qui est la peur, avec la fuite, la colère, la lutte, et la tristesse figée, et la soumission. Au niveau du comportement, bien, on voit typiquement dans ces systèmes-là de fuite et de colère là, et de lutte, on a tendance à accuser toujours la faute des autres. Hein. Alors, chez l'humain, on va avoir des gens qui vont toujours, c'est jamais de leur faute, c'est la faute des autres. C'est ce système-là en particulier qui les influence. Il y a le système figé, se replie sur soi. Souvent, les gens ont tendance, soit un tempérament déprimé, souvent ils disent c'est de ma faute. Bon. Alors, ces systèmes-là influencent beaucoup notre façon de penser. Et même, on va le voir plus loin, c'est même au niveau des tempéraments. Et un autre gros système très important, c'est le système de récompense, les plaisirs, la dopamine. Vous avez sûrement entendu parler de la dopamine. Donc, c'est ça un système là, que, évidemment, ce qui nous motive à vouloir manger, ce qui est bon, avoir tous les plaisirs de la vie, de jouir de la vie, comme on dit. Et le défaut, c'est quand on abuse de ce système-là, ben, on tombe dans les dépendances. Alors, et comme j'ai marqué ici, chercher des compensations. Alors, quand vous êtes stressé, vous avez été colérique, vous avez eu un dérangement, bien là, vous cherchez des compensations, c'est ce système-là de plaisir qui embarque, vous cherchez à vous amuser, à avoir une compensation. C'est là que viennent aussi les problèmes de manger, d'aller au magasin, de toujours vouloir ça fait un petit plaisir. Alors, le problème, c'est quand ça devient que vous vivez que de ça, hein, c'est le cycle plaisir-malheur. On entend des fois des gens dire, ah, ben, c'est donc bien plat. Ah, je vais aller faire telle chose. Ah, ben, je vais aller manger. Ah, ben là, je vais aller prendre une cigarette. Ah, je vais aller prendre un verre d'alcool. Ben, c'est ça le cycle plaisir-malheur. Quand on est dans ce système-là, limbique, ben, dans la vie courante des humains, ben, ça nous rend dépendants et ça nous coupe d'autres grandes facultés. Et là, ce que j'appelle souvent l'autre moi-même, l'autre vous-même. Donc, c'est la partie égoïste. Hein. Ces systèmes-là sont faits pour la survie de votre corps. Hein. C'est toute la loi de la nature, de l'évolution qui a amené avant les humains. Et donc, c'est des systèmes qui sont là pour se défendre, se reproduire. Et c'est très égoïste.
Et c'est grégaire, j'ai passé là-dessus, on va y revenir au mois de mai, j'ai d'autres présentations, on va revenir sur le grégaire, le grégarisme et tout ça, qui est aussi un ego un petit peu élargi, là. Donc, c'est la partie aussi qu'on peut appeler d'inconscient, qui est très rapide, qui est le premier à répondre. Il est très fort. Et quand on est fatigué, ben, généralement, notre système limbique, lui, il ne l'est pas. Il est toujours là, prêt à l'attaque, prêt à se défendre, à fuir ou à chercher un petit plaisir. C'est un système qui est très fort et plus fort encore que nos fonctions. Même la joie, alors, quand on est joyeux, ben, ça ne prend pas grand-chose pour perdre cette émotion-là. Donc, c'est un système, c'est comme un animal, il faut chercher à l'apprivoiser. Alors, le terme est approprié, là. Apprivoiser, c'est pour les animaux, hein, les dresser, les amener. On a donc à dresser cette partie-là de notre vieux cerveau qui arrive tout fonctionnel, qui fonctionne très fort chez plusieurs, moins chez d'autres. Ça dépend du tempérament. Et ici, ben, je vous présente en gros les caractéristiques qui sont plus rattachées avec notre fonction supérieure qui nous distingue des animaux. Oui, il y a certains primates qui ont certaines caractéristiques, là, mais à des degrés moindres. Alors, ce qui nous distingue, c'est tout ce qui est notre esprit, notre conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on est conscient aussi? Il y a différentes facultés. Je vais passer très rapidement. Donc, tout ce qui touche l'analyse et la raison, hein, le questionnement, chercher à comprendre, puis à trouver des solutions. La curiosité, apprendre, puis la découverte, hein, l'attrait de la nouveauté. On est particulièrement, les humains, toujours intéressés à tout ce qui est nouveau, hein. C'est quelque chose de particulièrement typique. L'empathie, on va y revenir aujourd'hui. Les connaissances et cohérence. Alors oui, on a une bonne mémoire, tout ça, mais c'est d'être cohérent aussi, hein. La sagesse vient que souvent ce qu'on fait est cohérent avec ce qu'on pense et ce qu'on connaît. Alors, avoir des bonnes valeurs. Alors, tout ça, c'est typiquement du domaine de l'esprit spirituel. Notre capacité d'imagination, de créativité, de visualisation. Notre néocortex et tout ça, il est dans la joie, hein. Il n'y a pas de fonction de peur, de colère et tout ça, là, comme tel. C'est le spirituel et dans le positif, n'a pas peur, on se croit éternel, hein. On n'a pas l'impression d'être mortel. Ben, c'est ça, on est dans le domaine de l'esprit qui est cette perception-là, la réalité. Donc, il n'y a pas de peur, il est toujours dans la joie, et c'est l'état naturel de notre esprit. Les sentiments, alors il y a des émotions, mais les sentiments, c'est le sens qu'on donne à nos émotions, à ce qu'on connaît et tout. Alors, Goldman a parlé d'intelligence émotionnelle puis d'intelligence relationnelle. Là, je pense parmi vous, il y en a qui connaissent ça. L'apprentissage social, ça nous distingue des chimpanzés, des primates, des plus évolués, là, les chimpanzés, bonobos, les gorilles. L'humain est particulièrement fort dans tout ce qui est l'apprentissage social. Alors, même chez les enfants, à 6 mois, 8 mois, 9 mois, là, on voit déjà des caractéristiques qui apparaissent, alors que chez les chimpanzés, on a beaucoup discuté ou n'atteignent pas du tout, dès le jeune âge, là, certaines caractéristiques. Les PES, c'est les perceptions extrasensorielles, que vous êtes bien au courant, là. On n'abordera pas ça aujourd'hui. Alors, tout ce qui est l'anticipation, passé, présent, futur, l'esprit ludique, l'esthétique, les langages, hein, musique, mathématiques, les arts. Donc, et en plus de tout ça, bien, on a en cadeau ce qui est ce qu'on appelle l'amour, le bonheur, la spiritualité. Alors, c'est toutes des choses qui se développent, hein, de notre naissance jusqu'à notre mort. Et on a, on a plein de choses à s'occuper. Notre vieux système là, comme je viens de vous parler, système rétilo-limbique, ben, on peut s'en passer. Sauf si, évidemment, vous êtes en danger de mort ou autre. Les petits plaisirs de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Mais on n'a pas avantage à vivre avec ce vieux cerveau-là. Ça nous entraîne bien des troubles en société et ça nous empêche de vivre aussi des beaux sentiments, des belles expériences. Donc, pour revenir à la représentation de l'amour euh, au sens commun, ben, en fait, à gauche, oui, ce sont toutes des caractéristiques qu'on peut rattacher à l'amour ou à différentes expressions de l'amour. Alors, et ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est grand, c'est de la santé,
c'est souvent le moi, toi, nous, là, c'est pas égoïste. Alors qu'à droite, le système limbique, l'égoïste, c'est typiquement limbique, c'est notre vieux cerveau qui est centré sur soi et, et de là devient la jalousie, la déception de la séparation avec quelqu'un qu'on convoitait, par exemple, ben, c'est l'égoïsme encore. Alors que l'amour va, c'est un peu comme on comprend plus avec comme les enfants. Oui, le jour quand ils partent, on est triste, mais dans le fond, on est heureux aussi, on est content de voir que les enfants partent leur autonomie et tout ça. Donc, c'est pas, on n'est pas possessif face aux enfants. Ben, l'amour est comme ça, je crois, dans tout. Et là, pour le bien, toujours positif pour l'évolution de tous les êtres, puis aussi pour le bien-être des animaux. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là. Tandis que le limbique, il est là vraiment pour tout est un objet. Et les autres humains, ce sont des objets, sont là pour me servir. Alors, c'est vraiment deux systèmes qui fonctionnent séparément, mais qui sont connectés, hein, ça marche en réseau. Alors, si vous alimentez le mauvais loup, le limbique, ben, vous vivez beaucoup avec ce système-là et vous en subissez malheureusement les conséquences. Donc, je viens de vous parler de ce qui n'est pas l'amour. Hein. Donc, ce qui est à droite, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est que positif, ce n'est qu'une expérience positive si vous lâchez ces caractéristiques-là de l'égoïsme, dans le fond, de ce qui vient de notre vieux cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant de l'amour? Ben là, on va commencer à regarder un peu les questions scientifiques aussi, là, plus qui sont attardés là-dessus. Donc, il y a Antonio Damasio, par exemple, et Stanislas Dehaene, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur ces questions-là. Alors, c'est en regardant les personnes incapables d'aimer, hein, les psychopathes, les sociopathes, des personnes qui ont eu on considère qu'ils ont des troubles narcissiques là, dans le DSM, c'est une condition médicale, ou encore des gens qui ont eu des accidents cérébraux, hein, soit un accident que leur cerveau a été affecté, là, et ils ont trouvé des caractéristiques essentielles. Puis à la base, il faut avoir la capacité d'empathie, puis la non-indifférence, avoir de la curiosité. Alors, on va regarder ça plus en détail. L'empathie, donc, on peut se séparer en différents niveaux. Au départ, l'empathie 1, à la base, qu'on voit chez les animaux, c'est reconnaître l'émotion de l'autre. Hein? C'est la peur, par exemple. Bon, les animaux, la plupart des mammifères vont reconnaître les autres qui ont peur, puis ils vont se fuir aussi. Mais ils ne vont pas nécessairement ressentir cette peur-là, à moins qu'ils voient le prédateur. Mais ils vont reconnaître, puis ils comprennent qu'ils doivent fuir. Alors, chez l'humain, ben, on peut, dans certains cas, des autistes ont des problèmes de reconnaître les émotions. Donc, c'est une fonction qu'on a, mais c'est pas nécessairement, c'est inné, mais il y a des humains qui ont de la difficulté à reconnaître les émotions chez les autres, et ça crée évidemment des problèmes au niveau des relations sociales. Mais en général, pratiquement tous les humains ont cette capacité-là. Et c'est partagé avec la plupart des mammifères qui sont grégaires aussi. L'empathie 2, on dit des fois c'est la sympathie, c'est la capacité de sentir ce qu'un semblable ou, à nous là, peut ressentir au même moment. Chez les humains, les primates, on parle de bon, gorille, chimpanzé, orang-outan, on voit qu'ils ont cette capacité-là aussi de ressentir. Euh, le- mais chez l'humain, il me semble bien que la plupart des expériences montrent que c'est les humains, nous, on peut ressentir, même si on pense à quelqu'un, on a vu un événement, ou on anticipe un événement, on peut vivre l'émotion, hein, le ressenti, même si on n'a pas, ça ne se passe pas ou ça ne s'est pas passé devant nous là, à l'instant présent. Donc, vous avez à droite, par exemple, quelqu'un qui se prend les doigts dans la porte d'une voiture, hein, aïe aïe, juste à y penser, ça fait mal. Donc, il y a à peu près une personne sur trois qui va ressentir la douleur à la même place que là, les doigts qui sont prendre dans la porte. Ben, il y en a à peu près une personne sur trois qui va ressentir le doigt à la même place d'un doigt. Puis, par contre, il y a à peu près 2 tiers ils vont se sentir le malaise. Là. Ils vont dire, aïe, 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 mais pas nécessairement sentir comme miroir là, au même endroit. Ça va être plutôt généralisé. On va ressentir sans, un malaise, là, dire, bon, sans nécessairement ressentir le douleur à la même place. Donc, vous voyez, il y a déjà des distinctions.
sur la perception d'être plus ou moins empathique dans le sens d'avoir exactement la même phénomène qu'on voit. Bon, les psychopathes, en passant, ils ont l'apathie 1, mais 3, alors qu'on va voir, là, c'est pour ça qu'on dit souvent que les psychopathes, ils n'ont pas de remords. Ce pas des gens, c'est pas des cas psychiatriques parce qu'ils ont c'est des gens qui ont, au contraire, qui sont très réalistes, les deux pieds bien à terre, là, comme on dit. Ils n'ont pas de problème d'imaginaire, là. C'est des gens, au contraire, qui sont très terre à terre. Ils n'ont pas la capacité d'avoir les émotions et les sentiments. Alors, on voit aussi dans leur cerveau qu'il y a des atrophies. Alors, la zone de l'empathie au niveau de l'émotion, l'empathie 2 en particulier, vous voyez ma petite main qui se promène ici à gauche, là, vous voyez ici la zone cortex ventromédian. Alors, c'est principalement la zone quand il y a des dommages ou chez des personnes qu'on voit qu'il y a une atrophie ou qu'il y a un peu d'activité du cerveau, pour différentes raisons, comme je l'ai dit, là, que ce soit psychopathie ou des gens qui ont jeunes dans le bas âge ont subi des violences, ont manqué vraiment d'amour. Là. On voit des fois ici que cette zone-là est affectée du néocortex, la partie néofrontale, puis un petit peu orbitofrontale. Donc, tout ce qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau. Donc, on voit ici, bon, il y a différentes parties, là, ici, ça vient de M. Goldman, l'intelligence relationnelle, qui parlait là, déjà au niveau des neurosciences qu'on voyait des parties du cerveau qui étaient activées. Alors, pour revenir maintenant à ce qui est aussi particulièrement humain, donc le 3A, je vous parlais des psychopathes, eux, ils vont reconnaître ce qu'on appelle la cognition sociale, l'expérience de vie et connaissance des comportements. Hein, ils vont très bien comprendre que quand quelqu'un aime ou tout ça, même s'ils ne ressentent pas le sentiment ou l'émotion, ils vont voir les gens réagissent de telle façon. Alors, ils vont comprendre, mais malheureusement, ils vont plus s'en servir pour manipuler ou avoir ce qu'ils veulent. Alors, donc, il y a cette particularité-là. Et quand vous avez le 1, 2, 3, là, tout ensemble, ben, c'est la compréhension de l'autre. Alors, être capable de mettre dans sa peau, mais aussi de savoir comment bien réagir. Donc, ça prend de l'expérience. C'est pour ça qu'on voit les enfants, ils apprennent, dans le fond, à réagir, puis savoir comment comprendre l'autre. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça prend de l'expérience pour avoir vraiment une bonne empathie. Ce n'est pas quelque chose qui vient, ça s'apprend. Alors, et on a tous les outils, sauf quelques personnes qui, malheureusement, ont des manques. Là. On parle à peu près de 5 des humains qui ont des problèmes là, au niveau des capacités là, organiques, alors de pouvoir vivre ces choses-là. Et en complément, il y a la curiosité, parce que c'est beau avoir de l'empathie, tout ça, encore faut-il être curieux de vouloir comprendre l'autre personne. Alors, ça prend de la curiosité. Aussi, ça va ensemble. Donc, c'est une autre caractéristique de notre esprit, c'est de vouloir comprendre, la curiosité et se mettre dans la peau de l'autre. C'est quand on a tous nos outils, on est capable donc de pouvoir commencer à développer la capacité d'amour. D'autres caractéristiques, c'est l'attachement et l'engagement. Alors, au niveau de la psychologie de l'attachement, alors, je vous résume toujours, évidemment, un jeune enfant a besoin d'une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente, sécurisante et continue, surtout les 5 premières années de vie. Un manque important à ce niveau entraîne souvent ces personnes, fois adultes, avec des difficultés à s'engager dans une relation, mais aussi dans des causes sociales. Ça va ensemble. Alors, je vous fais grâce des détails en bas, là, ici. C'est des détails sur les comportements. Bon, on parle de 4 types d'attachement en psychologie, de l'attachement, que à peu près là, 75 et plus. Souvent, quand tu vis une enfance dans un milieu sécure, ben, tu vas avoir tendance à reproduire la même chose une fois adulte et tes enfants, et ainsi de suite. Par contre, si tu as vécu avec des parents ou dans un milieu vraiment où l'anxiété, la violence était dominante ou c'est un milieu désorganisé, on a tendance à peu près, là, 3 fois sur 75 du temps, à reproduire nos schémas. Ça, c'est des statistiques, évidemment. Ce n'est pas fataliste nécessairement, mais ça ne veut pas dire que vous avez vécu là-dedans, que vous allez reproduire, mais c'est une tendance. C'est pour ça qu'il faut essayer d'intervenir dès l'enfance. Et en bas, vous avez que
l'équivalence. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du phénomène de la fuite, l'attaque et la tristesse figée. Ben, ce système-là est à la base des tempéraments en question, des réactions. Alors, le type sécure, c'est nécessairement la personne qui va être plus spirituelle. Mais quand on parle de l'évitant, du résistant, du désorganisé, ben, on est dans le système limbique là, qui est dominant, où la personne est soit déprimée, a tendance à être triste, déprimée, euh, ce qui touche un peu plus les femmes que les hommes. Et par contre, les hommes sont un peu plus dans la fuite et l'attaque, l'agressivité. Alors, c'est des systèmes qui sont très forts, qui influencent. On parle à peu près au moins d'une personne sur trois qui est plutôt dominée par son système limbique en termes de tempérament. Évidemment, ce n'est pas 100% du temps, mais c'est une caractéristique. Après ça, il y a un autre élément, c'est l'affection, la tendresse, l'intimité. Alors, nous sommes des êtres incarnés, hein, de cœur, souvent d'avoir du cœur, puis on n'est pas seulement des êtres de raison. Hein. Alors, pour se connecter avec une autre ou d'autres personnes, la dimension de l'expression physique fait partie intégrante de l'expérience d'aimer. Une bonne embrassade, hein, bien sentie, un toucher sur l'épaule, ou juste une simple attention, un sourire, un regard tendre envers quelqu'un. Ce sont des signes justement de tendresse, d'affection. Mais il y a aussi la partie de l'intimité. Alors, l'intimité vient avec le temps. Puis ça représente aussi le rapprochement physique et intellectuel. Alors, vous savez tous que si vous ne connaissez pas quelqu'un vraiment bien qui se rapproche de vous, ben, vous avez tendance à reculer. On a tous un petit peu de distance, à peu près d'un mètre, là, d'intimité où on ne laisse pas n'importe qui se rapprocher de nous. Hein. Alors, c'est un signe physique, si on peut dire, mais c'est la même chose au niveau de l'intimité intellectuelle, de se raconter qu'est-ce qu'on pense, nos problèmes. On ne se confie pas à tout le monde. Alors, c'est un autre signe, évidemment, la confiance va venir, c'est un autre élément. Donc, on laisse seulement comme je disais, moi, à mes filles plus jeunes, quand on se préoccupe toujours un peu plus des filles là, sur la question de la sexualité. Alors moi, je leur disais toujours, ben, c'est pas, tu ne fais pas ça comme ça. C'est comme quand tu te confies avec quelqu'un, tu ne vas pas te confier avec tout le monde n'importe comment. Donc, ça prend du temps, de la confiance et tout ça doit venir. Et ça fait partie de la chose, de l'amour nécessite, généralement, c'est une des caractéristiques. Alors, il y a tout ce qu'on parle des joies. Hein, je parlais des joies, c'est vraiment tous les sentiments rattachés à ça. Là. La confiance, les surprises. Alors, ce que j'ai écrit là, pour essayer de résumer ça, aimer, c'est vivre dans les émotions et sentiments de joie, comme la gratitude, la sérénité, l'humour, l'optimisme, l'enthousiasme. Il faut aussi la confiance. Il n'y a pas d'amour sans la confiance. Une confiance qui se gagne. L'instinct, hein, la peur, l'anxiété, soumission, les choses que je vous parlais tout à l'heure, empêche et fait fuir l'amour. Hein. Il ne peut pas y avoir de l'amour dans une relation de peur ou de dominance, dominée là, ou de possession. On n'est plus là-dedans. On est dans un autre type de relation. Alors, les bonnes surprises, l'émerveillement, le ravissement, la fascination, hein, c'est important parce que l'amour vient avec s'émerveiller. Il y a un petit côté là, de quelqu'un qui est un petit peu fermé à tout, tout est banal, il va avoir de la difficulté à vraiment aimer. Il y a un petit côté passionnel dans l'amour qui peut être doux, là, qui est harmonieux, équilibré, qui reste dans le bien-être, mais il y a un petit côté, hein, l'émerveillement, s'émerveiller, la contemplation, être capable d'admirer la nature. Ça fait partie de la connexion, de la relation amoureuse. Quand je disais relation, ça peut être avec la nature. Donc, on arrive, avec ce qu'on vient de voir, à une première caractéristique qu'on dit pour l'amitié, l'entraide, coopération. Le mot philia, qui est le mot grec, c'est l'amitié, hein, c'est l'amour qui partage, qui donne et reçoit. Alors, les Grecs l'appelaient philia. Tu pouvais aussi correspondre à l'hospitalité. Puis ça se bâtit, puis ça s'apprend à partir de ce qu'on vient de voir, là, justement, les diapos précédents. Alors,
Et une fois qu'on est capable de vivre ça, l'enfant grandit, vit différentes expériences de partage et autres. Et ça conduit aussi à la coopération et à l'entraide. Alors, c'est important en termes de groupe, de société aussi, de- d'avoir une bonne base d'éducation, tout ça pour être en mesure aussi de vivre en groupe des expériences de coopération, d'entraide. On entend souvent parler de la compétition. En fait, la compétition, c'est le contraire de la coopération. Il y en a des fois qui disent, ah, ben moi, mon ami, je suis toujours là avec lui, on compétitionne tout le temps. En fait, c'est plus un ami. C'est un collègue de travail sur un travail de sport, par exemple. C'est pas de l'amour. Oui, on va dire je l'aime bien, mais c'est pas de l'amour au sens que je veux vous amener aujourd'hui, que l'amour est très important, puis on ne devrait pas l'utiliser à toutes les sauces. Utiliser d'autres mots. Hein, j'apprécie telle personne, ou tout ça, mais quand je suis dans une relation qui n'a rien à voir avec l'amour, ben, puis, donc, c'est une connaissance. Facebook, là, vous avez 2000 amis. Ben, ce ne sont pas des amis, ce sont au mieux des connaissances, puis des gens que vous connaissez par leur nom, à peu près. Là. On n'est pas dans une relation amicale. Là. Pas vraiment. Le jour où vous allez avoir des problèmes, vous allez savoir qui sont vos vrais amis. Alors, l'entraide, la coopération distingue les humains des animaux. C'est une caractéristique beaucoup plus élaborée par rapport aux primates. Alors, chez les primates, ce que les gens qui étudient ça, M. Franz Lebel et autres, là, alors, c'est limité aux liens de sang directs. Alors, les enfants et les relations directes, là, les enfants de nos enfants. Alors, c'est à peu près ça. Puis les relations dominantes-dominées, alors, qui sont rattachées. Alors, ça ne va pas très loin. Puis le groupe immédiat qui vivent dans la même environnement, là, sont souvent des 50 à peu près, les chimpanzés. Donc, on ne parle pas d'amitié, là. C'est vraiment conditionné par des relations de sang, des liens de sang et dominant-dominé. Donc, puis, si vous n'êtes pas du bon groupe, c'est l'attaque. Alors, là, si un autre chimpanzé vient d'un autre groupe, il va être automatiquement perçu comme un ennemi ou alors, il ne sera pas ennemi comme ça. Alors, chez les humains, on est plutôt ouvert en général. Hein. On a une conception beaucoup plus large. Naturellement, on voit ça chez les enfants aussi. Les jeunes enfants n'ont pas tendance à rejeter ou à avoir peur des autres enfants. En général, ils sont ouverts. Donc, c'est une caractéristique ici qu'on peut appeler comme telle l'amitié, la philia. Il y a agapé. Agapé, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure avec Saint Paul. Là. Alors, l'amour, on se rapproche de ce que voulait dire Saint Paul, dans le fond, dans sa première lettre aux Corinthiens. On peut le rattacher aujourd'hui, évidemment, avec la charité, avec l'altruisme, la compassion, puis bon, la sympathie, c'est un peu tous des synonymes, avec différentes nuances. Alors, l'amour peut aller aussi avec la tristesse, hein, la compassion, évidemment. C'est un beau sentiment de la compassion, où on va aller, si quelqu'un est dans le besoin, on va tendance à vouloir spontanément vouloir l'aider. À moins que, normalement, c'est ça. On le voit chez les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, mais dans la culture où ils peuvent vivre, ça peut se défaire. Cette chose-là naturelle peut être défaite par la culture. Euh, c'est l'apprentissage. L'éducation a beaucoup d'importance. Alors, c'est sûr que si on dit qu'on ne va jamais aider les étrangers ou bon, toujours se méfier de tout le monde, ça peut faire que notre penchant naturel peut s'éteindre. Alors, toujours chez l'humain, l'éducation a beaucoup d'importance, mais ça nous est donné avec, normalement, sauf les quelques rares psychopathes, là, quelques pourcents des humains n'ont pas cette facilité-là. On dit souvent que c'est l'amour qui donne sans recevoir. Les Grecs parlaient de storgé, là, au niveau de l'amour familial. Alors, eux, ils avaient des mots différents pour qualifier le type de relation qu'on peut rattacher toujours à l'amour. Puis, on parle souvent aussi on n'a plus de joie à donner qu'à recevoir. Généralement, quand vous entendez des gens qui sont dans les services, dans le communautaire, dans l'entraide, c'est un bonheur profond, une joie profonde qu'ils ont. Et ressentir ça, c'est un cadeau. Alors, c'est vraiment quelque chose de spirituel et ça nous habite de façon continue
Ce n'est pas quelque chose d'un plaisir passager, c'est une joie profonde et qui nous habite. C'est un des secrets du bonheur. Là, en lisant des fois des choses, là, il y a Luc Ferry, qui est un philosophe français assez connu, là, pour ceux qui lisent ces choses-là. J'étais surpris, il a écrit un livre sur, il parlait de la révolution de l'amour. Ben, dans son livre, j'ai été frappé, il le dit lui-même. Il dit, lui ne croyait pas à Agapé jusqu'au jour où il a eu des enfants. Il les a eus à l'âge de 34-35 ans. Pour lui, là, en étudiant, tout ça, pour lui, c'était de l'imaginaire, c'était une dérive mentale, c'était quelque chose d'imaginaire chez les humains. Mais quand il a eu des enfants, il l'a ressenti. Alors, c'est pour vous dire, on parle de quelqu'un d'éduqué. Il a peut-être manqué quelque chose, jeune, là. Je ne sais pas trop. Mais ça m'a frappé quand j'ai lu dans son livre cette confession-là, qui a pris conscience que ça existait. C'est pour vous dire. Alors, donc, il faut souvent vivre quelque chose pour pouvoir s'en rendre compte et vraiment le ressentir dans son être, hein, avec une joie profonde. Donc, c'est des expériences de la vie qui peuvent nous amener à être en contact, à ouvrir, à prendre conscience de cette possibilité-là, ce cadeau-là que nous offre la spiritualité avec l'amour. Il y a aussi une autre facette qui est l'amour romantique, puis l'imagination. Alors, on a tous entendu parler de Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Cyrano de Bergerac, Roxane. Bon, c'est des exemples d'amour romantique, mais c'est dramatisé. Hein, parce que c'est extrême. C'est plutôt un peu triste. Hein? C'est finalement l'amour impossible un peu. Mais ça existe vraiment. Mais beaucoup plus doux et beaucoup plus durable et beaucoup plus positif que ça. On aime beaucoup les drames, hein? Ça a le côté aussi d'être curieux du côté des fois des choses dramatiques. Ça nous attire souvent plus que des choses que le bonheur. Alors, ce type d'amour-là, personne à personne, n'est pas mentionné chez les Grecs de l'Antiquité. Puis, selon Robert Campbell, qui est un sociologue qui a étudié pendant 40 ans, il est décédé aujourd'hui, il a publié des beaux livres et vous pouvez mettre la main là-dessus. C'est disponible sur Internet de ses écrits. Et lui, c'est la mythologie à travers le monde. Hein. Il a étudié beaucoup. Puis, à un moment donné, il disait que partout sur la planète, il a dit les premiers écrits qu'il a vus parler de cet amour-là, personne à personne, c'est avec les chansons des troubadours au Moyen Âge. C'est assez surprenant. Alors, cet amour-là existe bel et bien. Les neurosciences l'ont démontré, là, on y arrive. C'est aussi du domaine de l'imagination avec beaucoup d'énergie. Hein. Alors, on va explorer cette thématique-là. Là, il y a Mme Hélène Fischer qui a publié avec plusieurs autres à partir de 2010, il y a eu d'autres études par la suite qu'on peut trouver dans des revues scientifiques aussi, là, comme Science et Vie, des revues populaires qui des fois nous rapportent des résumés là, de certaines recherches. Donc, ce que les neurosciences nous disent en général, vous pouvez voir aussi sur le site Internet de l'Université McGill, il y aurait à peu près 3 types de réactions cérébrales qu'on peut exprimer là, séparément ou ensemble. Alors, par exemple, il y a le désir sexuel, l'amour romantique comme tel, puis l'amour-attachement. Ces 3 systèmes que notre cerveau, quand on l'observe avec l'imagerie en résonance magnétique fonctionnelle, on voit que c'est des zones du cerveau vraiment différentes qui sont en fonction selon les différents états d'esprit que la personne a. Donc, ça peut être seulement des désirs sexuels, mais pas avoir l'amour romantique ou l'amour attachement. Ça peut être l'amour romantique, mais sans désir sexuel puis sans attachement. Bref, les cas de figure peuvent être, ça peut être les 3. On vit les 3 en même temps, ou juste un ou 2 des 3 dans l'ordre ou dans le désordre. Alors, c'est comme des systèmes qu'on a, des capacités en nous, puis qui sont activés selon des circonstances. Alors, le désir sexuel, évidemment, est bien connu. C'est quelque chose de plus facile à étudier. Alors, évidemment, là, on le voit au niveau physiologique, production de testostérone, autant chez l'homme que chez la femme. C'est sûr que l'homme a 10 fois plus, au moins en moyenne, de testostérone que la femme, mais c'est quelque chose de stimulé. Le système limbique, hein, le système de récompense, recherche de plaisir,
est activé, hein, toutes les zones, l'hypothalamus en particulier, là, qui est rattaché, là, qui est activé, qu'on les voit. Alors, qu'est-ce qui est érogène, là? Encore, on parle de la physiologie, hein, tout ce qui est des odeurs qui sont érogènes, il y a des idées conditionnées de beauté. On entend souvent dire que ben, les hommes préfèrent les blondes. Hein? Bon, alors ça vient d'où? C'est souvent du conditionnement. Dominance, hein, le côté dominant-dominé, la sécurité, hein, les hommes riches ou les femmes riches, le pouvoir, la force, c'est toutes des choses qui activent notre système limbique. Hein. Il sait reconnaître le pouvoir, son avantage. Alors, le coup de foudre, le libérine, on s'associe aussi avec ça, mais probablement aussi, peut-être plus avec l'amour romantique. Évidemment, il y a l'instinct de reproduction, mais il y a tout ça. Mais l'humain, on est très complexe, hein, ça dépend de l'éducation, de la culture, plein de choses. Alors, l'humain, mais c'est un élément qu'on voit dans le cerveau assez bien défini. Alors, c'est reconnu dans l'Antiquité, puis dans l'Antiquité, les dieux représentaient différentes caractéristiques, donc Eros, tout le monde a entendu parler, la libido selon Freud, puis il y en a qui parlent souvent que c'est de l'amour qui prend. C'est une façon, des fois, de le présenter. Au niveau des instincts, Eros est souvent contraire à l'instinct grégaire. Je vous résume bien simplement. Là. Eros est un facilitateur puissant de rapprochement, de connexion, alors que l'instinct grégaire tend à séparer les hommes des femmes. Là, moi, j'ai un peu de misère à lire parce que j'ai quelque chose là, qui dit d'arrêter mon partage. Alors, c'est que donc l'instinct grégaire sépare les hommes et les femmes. On le voit chez les primates aussi, par exemple. Dans le groupe, on ne voit pas une cinquantaine de chimpanzés, mais on va voir que les mâles, disons 25 mâles, vont se tenir plutôt ensemble, sauf les enfants. Les enfants vont se tenir avec les femelles. Mais ils vivent physiquement dans un endroit quand même assez localisé, mais souvent ne sont pas mélangés. Ils ne sont physiquement pas tous mélangés. Là. Alors que les humains, généralement, nous, on n'a pas de problème, là, hommes et femmes, mais il y a des cultures qui séparent les hommes des femmes. Alors, ça vient de loin. Ça vient de, on le voit même chez les animaux, cette tendance-là à séparer les mâles et les femelles. Alors qu'Eros rapproche. Donc, c'est des éléments, mais chez l'humain, comme on a pu voir, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. L'empathie, la curiosité, l'attachement, puis les mystères de ce qu'on dit l'attraction, de la complémentarité, l'autre monde, la curiosité de découvrir quelqu'un d'autre, d'autres mondes. Alors, l'amour romantique, selon toujours la neuroscience, alors, évidemment, là, je vous parle un peu de mécanique, là, biochimique. C'est un processus, bon, c'est l'effet puis non la cause. Hein. Il y en a des fois qui mettent à l'envers, ils disent, ben là, c'est parce que j'ai eu telle hormone que je suis comme ça. Non, c'est parce que vous avez, votre esprit a provoqué ces systèmes-là, les a stimulés ou les a déclenchés. Donc, c'est caractérisé par un regain d'énergie, puis une attention soutenue, voire des pensées obsessives envers la personne aimée et impliquerait au moins 3 neurotransmetteurs. On parle de l'adrénaline, la dopamine et la sérotonine. Alors, ce sentiment amoureux motive à faire la cour. Un seul partenaire afin d'optimiser, évidemment, c'est une approche matérialiste, afin d'optimiser notamment les chances d'attachement et d'investissement parental. S'apparente au coup de foudre, plus ou moins intense au début et peut perdurer des années, plus en douceur. Une étude a montré que des couples qui sont ensemble depuis plus de 10 ans peuvent avoir encore, c'est les mêmes stimulations. C'est sûr que c'est moins intense là, que les premières fois, mais ça reste encore euh, on les voit, là, que ça persiste. C'est pas quelque chose qui dure 1 an ou 2, comme des fois le désir sexuel est plus court souvent, tandis que l'amour romantique peut perdurer plusieurs années. Bon, l'étude en question parlait au moins 10 ans, mais je crois que tout le monde connaît des gens que ça fait 30, 40, 50 ans et ça perdure. Mais il faut qu'il y ait du romantisme quand même. Alors, on voit aussi qu'il y a d'autres études pour montrer que c'est la partie vraiment préfrontale. Vous voyez une petite image, là, je vous ai mis comme la partie vraiment frontale, là, la partie qu'on considère souvent la plus évoluée.
qui est impliqué aussi. Alors, et c'est rattaché évidemment comme un sentiment de récompense. Ça ne veut pas dire que le limbique est mauvais. Non, dans ce cas-ci, ils travaillent ensemble. Alors, vous avez notre système de la conscience qui, cette fois-ci, utilise le limbique d'une bonne façon. Alors, c'est un phénomène beaucoup plus profond et fort que le désir sexuel. Alors, on a tous entendu parler, on entend les peines d'amour, il y en a même qui vont à des idées suicidaires. Hein. Alors, c'est toutes des choses qu'on sait, et c'est ce système-là, l'amour romantique, qui est impliqué à ce moment-là. Alors, mais il y a aussi d'autres choses, hein, l'imagination débordante et créatrice de l'amour romantique. Puis, par exemple, même si les Grecs ne parlaient pas d'amour romantique, ben, eux, ils n'ont pas signifié avec les muses. Alors, les muses, comme par hasard, c'était toutes des filles de Zeus. C'était une société patriarcale, hein, les Grecs. Alors, c'est sûr, même s'ils vivaient avec les femmes, ils ne prêtaient pas aux femmes, mais à des déesses, ces caractéristiques-là, différentes caractéristiques au niveau de la musique et autres. Puis évidemment, Erato était associé à la poésie amoureuse, puis érotique à l'époque. Puis, au Moyen Âge, ça a été la poésie lyrique des troubadours, hein, le fin amour. Alors, on a tous entendu parler de muse, là. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui stimule l'imagination, la créativité au niveau de l'esprit. Il y a quelque chose qui enclenche, hein, qui se déclenche. On a tous, enfin, on a pas mal tous vécu un peu ce phénomène-là, puis qui perdure, hein, il peut perdurer, il suffit juste de savoir le maintenir. Alors, il y a un autre élément, hein, toute la philosophie chinoise, le yin et le yang, hein, on a tous entendu parler de ça. Alors, c'est les contrastes harmonisés, complémentaires que l'on peut retrouver dans tous les aspects de la vie et de l'univers. Alors, c'est les contrastes, hein, homme-femme. Alors, s'il y a une femme, c'est parce qu'il y a des hommes. Alors, c'est par contraste, comme le chaud, le froid, le haut, le bas, l'ombre, la lumière, noir et blanc. Alors, c'est par les contrastes. Alors, il y a la notion, évidemment, orientale dans le taoïsme, hein, le fameux point là, que vous voyez dans la partie le tai chi, là, le symbole à droite, là, en bas. Quand on voit ici que dans la partie, disons ici, le yin serait je ne sais plus si c'est associé plus au féminin ou au masculin, j'oublie les deux, mais il y a toujours une part de l'un dans l'autre. Et ça peut être plus ou moins grand, évidemment. Et c'est un peu ce symbole-là qui est représenté dans la philosophie là, taoïste. On a plus récemment Carl Gustav Jung, qui son processus d'individuation. Un beau livre de Frédéric Lenoir, là, qui est philosophe français, là, des livres disponibles facilement à la librairie. Là, je peux recommander ça, c'est très bien. Il se spécialise dans ça, les a mis sur différents philosophes, des gens de l'histoire. Donc, je vous résume rapidement un peu la pensée qu'il y a ici du processus d'individuation. Alors, c'est la réalisation de soi-même, devenir pleinement soi, via un dialogue de notre conscient et de l'inconscient. Alors, le cheminement là, du processus est en 4 étapes. Principalement, vous avez un peu la représentation en bas à droite là, de l'écran. Alors, je vous résume rapidement. Le cheminement, première étape, ça peut être pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je vous le présente dans l'ordre habituel, je pourrais dire. Alors, du persona au moi. Alors, c'est quoi le persona? C'est quand on grandit dans une famille, on s'identifie soit à son groupe social. On peut, à un moment donné, en adolescence, on va s'identifier peut-être à notre travail, d'être, par exemple, informaticien ou autre. Donc, c'est le rôle social. C'est le rôle social où on s'identifie par rapport aux autres. Alors que le moi, on finit par voir qu'on a une personnalité. Alors on est différent des autres. On a tous quelque chose d'unique. Hein. Alors, oui, on partage beaucoup de choses avec les autres, mais on est tous uniques et c'est quelque chose qu'on réalise et qu'on finit par cristalliser sa personnalité aussi. Puis ça vient avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'un jeune va réaliser vraiment. Il peut dire des mots, mais pas le réaliser encore, pas l'avoir vécu. Donc, l'autre étape, c'est apprivoiser son ombre, le limbique.
fin de compte, moi, en lisant ce que Frédéric Lenoir disait là-dessus, je dis, ben, bon, nous, c'est exactement le système limbique que je vous ai parlé aujourd'hui rapidement. Donc, c'est apprivoiser nos ombres, hein, tout ce côté-là, l'animal en nous, qui est très fort, plus ou moins. Si vous l'alimentez, si vous vivez beaucoup avec ça, ben, il finit par vous dominer, puis ça crée bien souvent des problèmes là, importants en société. Ensuite de ça, il y a intégré l'anima et l'animus. Bon, je vous résume encore toujours. Sexualité psychique basée sur la biologie et l'éducation qui opère dans l'inconscient personnel. Un homme a en lui une image inconsciente de la nature de la femme, l'anima, et une femme a en elle l'image inconsciente de la nature de l'homme, l'animus. D'où l'une des raisons de l'attraction passionnelle et de son contraire. La nature propre des humains est la différenciation qui est nécessaire pour arriver à la communion, l'union des opposés complémentaires, la complétude pour le développement du soi. Toujours selon Jean. Harmoniser les contraires. Alors, une fois que vous avez 1, 2, 3, bien là, c'est arriver à harmoniser tout ça. Alors, c'est des prises de conscience qui diminuent les tensions, là, justement, des contraires. Donc, on vise à équilibrer ça vers une unité. Hein? On devient harmonisé ou on finit par intégrer tout ça puis l'harmoniser. Alors, c'est la prise de conscience, c'est favorisé donc par la confrontation des opposés, la différenciation. C'est souvent comme ça qu'on apprend, hein? C'est par comparaison, par différence, qu'on saisit les nuances, les différences. C'est plus noir ou blanc, mais on voit les nuances. Le processus continu amène donc à avoir un meilleur jugement, plus de créativité, de complétude, et aussi une capacité de pouvoir vivre de l'amour véritable et la réalisation du soi. Donc, c'est un peu des éléments que j'ai rattachés à l'amour romantique parce que je trouvais que c'était un bon complément. Là, puis, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous là, dans le mouvement qui parlent de Jung assez souvent. Alors, j'ai pensé que c'était intéressant de vous faire part de ça ici. Et la troisième, hein, vous rappelez-vous, je parlais des sexuels, l'amour romantique, puis il y a l'amour attachement qui, on en a déjà parlé un peu de l'attachement, mais c'est un complément à l'amour romantique, puis ça vient souvent, ça, surtout quand ça perdure. Alors, c'est un sentiment d'union calme et sereine que l'on éprouve profondément pour quelqu'un, ou ça peut être un groupe, hein, on peut s'attacher à un groupe. Ce sentiment d'attachement aurait évolué pour permettre aux nouveaux parents de rester ensemble longtemps afin de mener à terme les tâches parentales indispensables à la survie et à l'éducation des enfants. Évidemment, on parle de fonction de base. Si c'est dans notre corps, notre cerveau, cette capacité-là, c'est parce que ça vient de l'évolution. Alors, c'est l'approche scientifique. Deux hormones seraient spécifiquement impliquées dans la formation de ce lien affectif, nous donnant le sentiment de former une équipe, hein, l'oxytocine et la vasopressine. Encore là, ça, c'est pas la cause, c'est l'effet. Alors, l'oxytocine est aussi l'hormone reliée à l'attachement mère-enfant. Alors, contrairement à plusieurs des hormones, si vous en abusez, c'est souvent l'effet de sevrage ou de dépendance. Mais l'oxytocine, vous pouvez en avoir toute votre vie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas d'addiction, de problème de comportement social relié à ça. C'est quelque chose, une exception dans la nature, une des exceptions, qui montre que ce n'est pas tous les systèmes en biochimie, on apprend souvent que tout excès finit par avoir son effet contraire, mais pas dans le cas de l'oxytocine, c'est particulier. Donc, c'est quelque chose de particulier, je pourrais vous dire. Or, de plus, à la vue de l'être aimé, des endorphines sont produites en réduisant l'anxiété, les niveaux de douleur physique, en favorisant la relaxation et un sentiment de sécurité. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Hein? Alors, on peut voir qu'au niveau du corps, il y a des caractéristiques qui s'y rattachent. Hein? Le corps et l'esprit influence le corps qui exprime, qui produit des choses. Donc, pour faire un petit peu un sommaire, on achève. Donc, pour vivre véritablement les expériences amoureuses d'amitié, filia, agapé, l'amour romantique, là, ben, on a parlé d'empathie, curiosité, l'attachement et l'engagement, affection, tendresse, intimité, joie, confiance et surprise. Mais je pense vraiment que ça prend vraiment ça. Avant de dire que j'ai vraiment un ami ou une amie, ça prend pratiquement d'avoir
tous ces éléments-là pour avoir la capacité vraiment de vivre une expérience amoureuse. Alors, des fois, ça peut être partiel, hein, mais le mot amour devrait, dans le fond, être un mot plutôt réservé. On devrait inventer d'autres mots en français ou peut-être dire ben, j'apprécie telle personne ou je la connais ou autre, mais avant de dire que j'aime. Et évidemment, vous allez peut-être en déduire qu'on ne s'aime pas vraiment. On peut s'apprécier, tout ça, mais le fait de s'aimer soi-même, c'est peut-être pas le bon mot non plus. Alors, je crois qu'on parle toujours de connexion, d'union d'énergie, une ouverture vers l'autre, d'autres mondes. Ce sont tous des phénomènes ici que je parlais qui sont rattachés vers des relations extérieures, nos expériences sociales en particulier. Et il y a une autre caractéristique qui se rajoute. Là, c'est Mario Beauregard qui a exploré ça et d'autres. Là, il a fait l'expérience, étudié les carmélites là, en 2006, 2007, 2008. Il a publié là-dessus. Il y a des livres aussi disponibles. Alors, vous avez juste à chercher Mario Beauregard, il y a plusieurs livres. Là. Alors, il a étudié les expériences mystiques alors, et avec les carmélites, puis évidemment la littérature sur le sujet. Alors, l'union mystica est semblable à l'amour romantique. C'est un état dans lequel on se sent uni. Par contre, il y a une distinction, ce n'est pas avec une autre personne ou un groupe, c'est on se sent uni totalement avec Dieu. Hein, l'objectif ultime des mystiques contemplatifs chrétiens, qui arrive de façon très intense, qu'une ou deux fois dans la vie de contemplation. Alors, qu'on le vit intensivement, mais qu'on peut se rappeler. Mais c'est sûr que la mémoire et le revit, on vit moins intensivement. Alors, sauf que ce qui frappe, c'est la première expérience. Et souvent, ça perdure, ça change. Hein. Donc, c'est les caractéristiques, bon, on parle de différentes choses. Le sentiment d'avoir touché le fond ultime de la réalité. Les personnes ont de la difficulté de pouvoir expliquer en mots l'état dans lequel ils sont. On a un sens d'unité avec l'univers. On perd la notion du temps. Quand on vit cette expérience-là, hein, ça peut durer 1 heure, 2 heures dans certains cas, puis ça passe comme dans un rêve. Hein. C'est quelque chose qui peut être perçu finalement comme ça n'a pas duré longtemps. Le sens d'union avec l'humanité et l'univers. Ce n'est pas nécessairement tout ça là, dans la même expérience mystique, mais c'est des éléments qui sont rapportés, qui peuvent être jumelés ensemble ou quelques-uns beaucoup plus que d'autres. Alors, c'est un sentiment positif de paix, de joie et d'amour inconditionnel. Ceux qui vivent ça ont des changements profonds de comportement à long terme. Alors, on parle carrément de changer son tempérament. Alors, quelqu'un qui était colérique, agressif et autres, peut devenir quelqu'un de pacifique, très doux, jamais de son humeur. Il peut vraiment avoir un changement profond, ce qui généralement n'arrive pas dans la plupart des humains. On regarde pas mal le même tempérament toute notre vie ou à peu près. Et évidemment, là, les gens deviennent beaucoup plus avec la compassion, l'amour, dirigés vers les autres. Hein? C'est plus leur petit moi. Ils sont vraiment plus intéressés par les autres, hein, le bien-être des autres. Ils sont bien, alors ils peuvent penser au bien des autres, au bien-être des autres. Alors, j'ai ici une autre représentation. Alors, pour ceux qui veulent une copie de la présentation, pas le demander, là, ça me fait plaisir qu'on vous la transmette. Alors, on pourrait dire ici, bon, l'union mystica, le spirituel. Ça, je vous représente ici, vous regardez sur Internet, là, c'est Robert Sternberg. C'est la théorie triangulaire de l'amour. J'ai utilisé ça, puis j'ai intégré les éléments que je vous ai présentés aujourd'hui pour vous dire, bon, un peu résumer, une autre façon un peu visuelle de résumer les éléments qu'on a discutés aujourd'hui. Bon, je ne vais pas parler beaucoup d'amour admiratif, là, mais je vais parler de gratitude, de l'engagement et tout ça. Donc, la complicité, c'est encore des synonymes d'intimité. C'est bien évidemment l'amour romantique qui est identifié, qui n'est pas toujours défini par M. Steinberg des années fin 80, là, qui a mentionné ça. Ce n'est pas l'amour romantique des neurosciences, là, puis de Robert Campbell, là, que je vous ai parlé. Alors, c'est une représentation de l'ensemble. C'est que pour vivre l'union mystica, bien souvent, il faut avoir vécu, être en mesure d'avoir vécu les autres facettes de l'amour. Et si je reprends une représentation que
basé sur Mario Beauregard dans un de ses livres. Et j'ai bien aimé la présentation des trois cercles là, ici. Puis moi, ben, j'aime bien les signes. Hein. Souvent, on représente le cœur avec les mains, hein, ou des fois les deux mains jointes ou les deux mains euh, euh, croisées, là, comme en prière. Donc, j'aime bien les représentations qu'on a, les symboles, qui, dans le fond, représentent assez bien les niveaux d'expérience de connexion, d'union. Hein. Il peut y avoir des degrés dans plus ou moins intense, plus ou moins complet, plus ou moins profond et large. Donc, si vous voyez l'amour, l'union, le sentiment, là, à gauche, en bas. En haut, bon, là, on pourrait être inversé. C'est pas parce que c'est en haut que c'est mieux, là, nécessairement, mais alors, ce qui est l'expérience mystique que je viens de vous décrire, alors, bon, on parle d'intro ou d'extraverti. Ceux qui lisent sur le sujet ils vont pouvoir voir. J'ai déjà fait une présentation là-dessus. Quand on parle du système limbique, hein, on parle plutôt de jouissance, mais là, ou d'orgasme, tandis que dans les phénomènes spirituels, on va parler d'extase. Hein. C'est un sentiment de profonde extase qui est pas. Le mot est plus approprié. C'est aussi un genre de connexion cosmique, quelque chose de divin. Alors, Sœur Teresa, par exemple, elle avait l'impression de communiquer avec Jésus. Alors que dans l'expérience spirituelle, hein, que vous êtes plusieurs, euh, on entend plus souvent parler là, d'esprit, de guides spirituels, de ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, ont vu des êtres spirituels, des êtres de lumière. Donc, on est plus dans les expériences spirituelles, qui est similaire. Les PES, perception extrasensorielle. Donc, on est dans le domaine purement de l'esprit, là, qui est moins rattaché au corps, évidemment. Mais ce sont tous des phénomènes qui sont rattachés, dans le fond, au potentiel amoureux. Et donc, on n'a que des avantages à vivre un véritable amour, différentes expériences amoureuses. Donc, je pense, un des éléments importants de l'expérience d'incarner, de vie qu'on a. Alors, donc, la bourse, c'est une façon de voir, c'est une voie royale d'évolution des humains vers le bonheur de tous avec pleine conscience. Et j'aime bien, moi, utiliser la conscience. Hein? Dans le fond, vous êtes le chef d'orchestre. Ne soyez pas dépendant. Vous voyez, là, je représentais ici en bas, vous voyez le petit visage là, avec le loup là, que je vous montrais au début, là, un peu associé au limbique. Mais mettez-le à sa place. Oui, il est là, vous ne pouvez pas l'annuler. C'est bien utilisé, c'est utile, mais ne soyez pas dominé par votre limbique. On a différents outils. Vous avez plein de choses. On nous a donné en cadeau plein d'outils spirituels de notre esprit pour occuper notre esprit. Oui, les petits plaisirs, tout ça, mais il ne faut pas vivre là-dedans. On a plein d'autres choses, soyez dans la joie et l'ouverture d'esprit, explorer ce qu'on nous permet de vivre en tant qu'humain. On en a pour remplir et jusqu'à la fin de nos jours de l'expérience humaine. Alors, ça complète aujourd'hui la présentation. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.